Comme tous les vendredis sur TV Finance, on refait la semaine éco, une semaine riche en publications de statistiques aussi bien américaines qu'européennes, riche aussi en événements macroéconomiques. Pour en parler avec nous, Philippe Waechter. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Chef économiste de Natixis AM. Tiens, on va commencer avec le Brexit, puisque l'espoir, non pas renaît, mais en tout cas, il y avait l'espoir cette semaine d'un accord sur le chèque que vont devoir verser les Britanniques comme solde de tout compte à l'Union européenne. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'évolution et l'avancement des négociations. C'est-à-dire que c'était une étape sur laquelle tout le monde butait. Maintenant, on va pouvoir passer effectivement à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de négociation sur la sortie puis la rentrée des Britanniques dans un accord commercial avec l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, moi, mon sentiment est que les Britanniques sont très dépendants de l'Union européenne et l'Union européenne a la Grande-Bretagne comme client important. Donc il faut faire vite. Des avions européens ne pourront plus atterrir à Londres s'il n'y a pas d'accord. Donc ça, c'est un élément fort. Donc il faut trouver un accord. Et mon sentiment est que les Britanniques conserveront l'accès au marché unique, mais en subissant les règles de Bruxelles. C'est-à-dire que les règles du marché unique seront décidées à Bruxelles, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, mais elles ne pourront plus être discutées par les Britanniques, alors que les Britanniques étaient les plus virulents dans les négociations à Bruxelles. Donc on va avoir, à mon sens, ce genre de situation. Le seul souci, c'est que l'économie britannique est très diversifiée, et donc le cadre va être un petit peu étroit pour eux. Et moi, je fais le pari que si c'est effectivement le scénario, dans 10 ans, les Britanniques reviendront dans l'Union européenne parce qu'ils ont tout intérêt à travailler avec leurs voisins, parce que c'est avec leurs voisins qu'ils développent leurs relations économiques. Et voilà, on aura un Brexit provisoire. Alors. Pour moi, c'est un Brexit provisoire, oui. D'accord. Bon, on attend en tout cas que l'accord sur ce chèque de sortie soit voté, mais si ça peut être un baromètre, la livre sterling qui monte pas mal ces derniers temps, montre que justement on est proche d'un accord. Côté zone euro, déception cette semaine avec la publication de l'inflation de novembre, estimation flash 1,5%. Ça montre que c'est pas encore gagné le pari de la BCE sur l'inflation. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se gagne très vite. Moi, j'ai pas été déçu. Je trouve que on est dans la logique. C'est-à-dire que quand vous regardez le détail, il y a une accélération de 1,4 à 1,5 liée au prix de l'énergie. Le pétrole est au-dessus de $60 mais la partie sous-jacente, elle ne bouge pas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au mois d'avril dernier, la partie sous-jacente avait progressé très vite. Et à ce moment-là, on disait non, c'est un phénomène temporaire qui va s'effacer très vite. Il s'est effacé au mois d'octobre et au mois d'octobre, on a dit non, c'est un phénomène temporaire. On va revenir sur un taux d'inflation sous-jacent plus élevé, etc. Et en fait, non, on n'a pas de raison particulière. Donc on est sur un chiffre d'inflation qui est autour de 1,5 et qui va rester autour de 1,5. Il n'y a pas de pression particulière et donc ne soyons pas déçus. Mais en tout cas, la discussion qu'il y a à la BCE de savoir si, comme le disait Benoît Cœuré il y a très peu, au mois de mai-juin, on va avoir une inflation qui va converger vers la trajectoire que souhaite la BCE ou pas. Benoît Cœuré dit oui, on va converger vers cette situation et donc en septembre, on pourra directement arrêter les achats d'actifs. Moi, je ne suis pas persuadé du tout qu'on soit dans ce scénario et je pense que l'inflation va rester réduite encore un moment. Allez, on traverse l'Atlantique pour parler des États-Unis et du baptême du feu de Jerome Powell qui passait devant un panel de parlementaires américains. C'était sa première audition. Qu'est-ce qu'on a appris en l'écoutant qu'il allait poursuivre l'œuvre de Janet Yellen, c'est ça? Il n'a pas dit grand-chose. Il va continuer. Il a dit qu'il allait continuer sur la réduction du bilan de la Banque centrale, que les taux allaient continuer de remonter. Il a fait flamber les banques justement en disant ça. Oui, mais en plus il a parlé d'une éventuelle déréglementation. Voilà. Il y a quelques nettoyages. Il n'allait pas durcir la réglementation. Voilà, qu'il y avait un peu de nettoyage à faire. Absolument. Mais globalement, il nous a pas dit grand-chose sur
ce qu'il allait faire. Et donc là, pour moi, il y a une vraie interrogation parce qu'on rentre dans une situation où c'est à lui maintenant d'écrire le scénario. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Jay Powell prenait la feuille de la politique monétaire et signait en bas en disant oui, Janet Yellen nous a dit ça, c'est très bien, je signe en bas. Moi, je ne suis pas spécialiste de la politique monétaire, donc je lui fais confiance. Maintenant, c'est à lui d'écrire le scénario. Et le scénario est compliqué parce que on voit bien qu'il y a des problématiques de peut-être inflationnistes en 2018, 2019, que l'économie est au plein emploi, que la normalisation de la politique monétaire est quelque chose de compliqué, qu'avec la politique de baisse de taxes de la Maison-Blanche, le déficit public va augmenter de façon spectaculaire. Comment il va gérer ça? Il ne nous a pas donné d'informations du tout là-dessus. Et l'autre point quand même sur la Banque centrale américaine, c'est hier la nomination, à confirmer bien sûr, de Marvin Goodfriend, qui est un opposant absolu au quantitative easing. Donc il va être intéressant de voir comment la nouvelle configuration du FOMC va s'opérer et quelles seront les tendances qui vont être effectivement observées. Et là on change un petit peu les règles sur la politique monétaire américaine et ça va être intéressant. Un petit mot du pétrole avec cette réunion de l'OPEP qui, comme attendu, a débouché sur une prolongation des baisses de production jusqu'à la fin de l'année 2018. Ça, c'est une volonté des Russes aussi. Bon, alors c'est une volonté bien sûr de l'Arabie Saoudite, mais aussi des Russes invités non OPEP de faire en sorte de pouvoir, si jamais les prix remontent trop, ouvrir un petit peu les vannes pour pas avantager le pétrole de schiste américain. Oui, mais là, à $60, le pétrole de schiste est content. Ouais. Si je puis dire. Mais ça peut monter encore plus là quand on voit la dynamique des prix du pétrole. Oui, mais moi je pense que la production américaine va s'accentuer, profitant de cette relative certitude qu'ils ont de voir cet accord stabiliser les prix à un niveau. C'est une bonne nouvelle pour les Américains. C'est une très bonne nouvelle pour les Américains. Ouais. Donc n'imaginons pas que le prix du pétrole puisse flamber très vite parce qu'il y a encore des réserves de production aux États-Unis. Très bien. Qu'est-ce qu'on va suivre ces prochains jours? Il y a trois choses. Il y a tous les indicateurs d'activité type enquête market qui vont sortir aujourd'hui pour le secteur industriel et puis en début de semaine pour le secteur des services. On aura l'ISM aux États-Unis aussi. Et puis l'emploi américain vendredi prochain. C'est toujours le point d'orgue du début de mois d'avoir ce chiffre d'emploi. Dans la foulée de la deuxième estimation aussi qu'on a eue de la croissance au troisième trimestre qui était bonne aux États-Unis. Oui, mais 3,3%. Qui montrait que la dynamique interne n'était pas aussi forte qu'on l'imaginait. Donc ça, c'est probablement un petit signal auquel il faut être attentif. Parfait. Philippe Wechsler, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour refaire cette semaine éco, chef économiste de Natixis AM.